parole à Françoise. Nous qui sommes si mal informés quant à nos droits, et puis je crois qu'elle a peut-être une petite information exceptionnelle à nous donner. Bonsoir. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Dans un premier temps, j'étais un petit peu étonnée d'être invitée compte tenu du cadre et des sujets traités qui ne rentrent pas du tout dans mes compétences. Et puis je me dis qu'en définitive, je suis quand même à ma place parce que moi je voulais vous parler ce soir, je veux vous parler ce soir de liberté publique, de libertés individuelles et d'état de droit. Je sais que j'ai très peu de temps parce que nous devons rendre la salle à 9h30. Vous serez quitte pour me réinviter parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. La première des choses, c'est que j'ai entendu au cours des premières interventions, à 9 reprises, vous avez indiqué que nous n'étions plus en République, que nous n'étions plus en démocratie et qu'il n'y avait plus de loi. Et c'est le vrai problème qui se pose aujourd'hui. Alors, je ne savais pas trop par où commencer, et je vais commencer par ce qui peut être la fin, dans la mesure où c'est une note qui vient d'être mise à notre disposition il y a très peu de temps, le 26 février dernier, rendue publique par le syndicat de la magistrature, au passage encore heureux qu'ils existent encore. Cette note du procureur de Paris, M. Heitz, qui a été nommé d'ailleurs par M. Macron, a été rédigée et a été envoyée le 12 janvier à tous les procureurs de la République de Paris, et il a comme intitulé « Permanence des Gilets jaunes. Conduite à tenir au sujet des suites judiciaires concernant les Gilets jaunes. Conseils pratiques pour faire face aux gardes à vue. » Je vous l'ai dit tout à l'heure, 8000 gardes à vue, c'est absolument énorme. On a demandé au procureur de ne pas respecter la loi. C'est-à-dire qu'officiellement, le ministre de la Justice que nous avons aujourd'hui a couvert ces agissements, et ce sont des agissements extrêmement graves, dans la mesure où on a demandé à ce que les gardes à vue ne soient pas levés avant le samedi soir ou le dimanche soir ou le dimanche matin pour empêcher le retour des gilets jaunes d'aller manifester, retourner grossir les rangs des fauteurs de troubles. Inscrire les gilets jaunes sur des fichiers de traitement des antécédents judiciaires, même si les procédures de garde à vue sont classées sans suite, et n'exploiter les vidéosurveillances de la préfecture de police que pour des faits graves ou contestés, et éviter de convoquer les policiers pour établir la circonstance des faits. Ça veut dire que les gardes à vue, qui sont des mesures strictement limitées par la loi, on demande aujourd'hui à ce qu'elles soient totalement détournées pour maintenir l'ordre, avec un fichage sans infraction caractérisé. Et là, c'est vrai, vous avez raison, il n'y a plus d'état de droit. Alors la question qui se pose, je crois, moi personnellement, je suis française et je sais que je suis de tradition républicaine, je suis de tradition démocratique, et je crois que si on nous interroge tous, nous sommes profondément pétris par ce que l'on nous a dit de notre pays des droits de l'homme, notre pays des libertés. Mais il faut regarder les choses en face. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes réellement encore dans une démocratie? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des libertés publiques qui sont garanties? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des libertés individuelles? Eh bien moi je réponds en mon nom, je réponds non. Et ça c'est dramatique. Parce que le jour où il n'y a plus d'état de droit, c'est la porte ouverte à toutes les mafias, c'est la porte ouverte aux voleurs, c'est la porte ouverte à ceux qui, effectivement, dont nous parlons depuis ce soir, ceux qui sont actuellement là pour spolier le peuple et ceux que nous devons impérativement, et quels que soient les moyens que nous employons, mettre dehors. Il n'y a pas, je crois, moi je le dis, nous sommes en guerre. Nous sommes en résistance et nous sommes en guerre. Il va falloir une fois pour toutes que nous choisissions la voie dans laquelle nous allons aller. Je disais tout à l'heure qu'il faut que maintenant notre travail principal, c'est d'informer. Oui, c'est vrai, c'est d'informer et c'est de réfléchir aussi pourquoi est-ce qu'une partie de la population n'a pas rejoint les Gilets jaunes. Moi, je vais faire comme mon prédécesseur, on s'est tous présentés, je vais me présenter, je vais vous dire pourquoi je suis Gilet jaune. Je ne suis pas vraiment Gilet jaune pour les générations futures, j'ose le dire. Je ne suis pas gilet jaune pour mes petits-enfants que je n'ai pas d'ailleurs, ou pour les petits-enfants des autres. Moi, je suis gilet jaune pour aujourd'hui. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons est absolument intolérable. Moi, je suis gilet jaune pour les gens qui crèvent dans la rue. Je suis gilet jaune pour ceux qu'on laisse sur le bord de la route. Je suis gilet jaune pour ceux que l'on essaie aujourd'hui de maintenir dans un état d'oppression qui est absolument insoutenable. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas reculer. Je dis moi que les gilets jaunes, ils n'ont pas d'autre issue que de continuer, de ramener à eux la majorité de la population et de faire la guerre parce que nous sommes en guerre. Alors dans un premier temps, nous résistons. Dans un deuxième temps, ça va être la guerre ouverte. Comment? Je ne sais pas. J'ai mes propres idées, mais je ne suis pas là pour les donner forcément. Chacun a les siennes. Alors, je voulais aussi vous dire que nous sommes obligés quand même de nous situer dans un contexte. Et le cadre législatif dans lequel nous sommes est extrêmement inquiétant. Parce que tout ça n'a pas commencé hier.
Aujourd'hui, c'est l'arsenal juridique dont se dote le gouvernement pour taper sur le mouvement social des Gilets jaunes. Mais déjà on s'est servi de la question du terrorisme pour encadrer les mouvements sociaux. Parce que c'est le 12 novembre 2015, avec les attentats du Bataclan, que François Hollande annonce la mise en place de l'état d'urgence. L'état d'urgence, comme ça se dit très bien, c'est l'état d'urgence. Il y a une urgence. La loi du 20 novembre 2015 l'a instaurée pour 3 mois. Le 19 février 2016, 3 mois encore. Le 20 mai 2016, 3 mois encore. Le 21 juillet 2016, 6 mois encore. Le 19 décembre 2016 prévoit la levée pour fin juillet 2017. Et le 11 juillet 2016, levée du 1er novembre 2017. En fait, ces lois, elles ont été totalement inefficaces sur le plan du terrorisme. La preuve, l'attentat de Nice, qui s'est quand même passé en plein état d'urgence. C'est à rigoler si ce n'était pas aussi triste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le contenu de ces lois dites antiterroristes, c'était quoi? C'était les perquisitions de jour et de nuit par les préfets sans aucune autorisation des juges. C'était les assignations en résidence avec 3 visites de police par jour, la fermeture des lieux de culte, les palpations et les fouilles dans les périmètres de protection et de sécurité, et les interdictions de manifester, plus la dissolution des associations. C'est-à-dire que déjà, là, nous avons un processus de restriction de l'état de droit qui est absolument phénoménal. Et au premier plan, on dit quoi? Principe de précaution. Et vous allez voir que ce principe de précaution, on le retrouve aujourd'hui dans les lois qui viennent d'être promulguées. Alors, on a en plus un système dans lequel il n'est plus question de preuve. Tout le système judiciaire français est remis en cause. Plus question de preuve, puisque on se dit qu'une infraction peut être réalisée, donc on intercepte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'état d'urgence, et en plus, on a la soi-disant loi anti-casseurs. Mais la loi anti-casseurs, c'est quoi? La loi anti-casseurs, c'est réprimer les mouvements sociaux, réprimer le mouvement des Gilets jaunes, réprimer les revendications pour les salaires, les revendications pour les services publics, les revendications pour l'école, la santé. C'est ça, cette loi anti-casseurs, ça n'est pas autre chose. Donc la loi anti-casseurs, elle dit quoi? La loi anti-casseurs, elle dit d'abord qu'il n'y a plus de troisième pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire en France n'existe plus, parce que tout est fait par l'autorité préfectorale, c'est-à-dire l'État. C'est-à-dire que si vous avez une manifestation, eh bien c'est le préfet qui peut décider que toi ou toi, tu es dangereux pour l'ordre public. Donc on va prendre un arrêté qui va te concerner toi ou toi, c'est le préfet qui décide en fonction de ce que tu es, ou de ce que tu as fait, ou de ce que tu as été dans le passé, et on va t'interdire de manifester nominalement, et on va t'assigner à résidence, et 3 fois par jour la police va passer chez toi ou tu iras à la police. Et ça, c'est le préfet seul, l'autorité politique seule, parce que le préfet c'est l'autorité politique, qui peut le décider. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où, en France, on ne peut plus manifester. On n'a pas le droit de manifester, ou on ne peut manifester que si on ne présente pas le caractère de dangerosité qui n'est estimé que par qui? Par l'autorité politique, c'est-à-dire les préfets. Si ça s'appelle une démocratie, si ça s'appelle ce que nous avons connu, nous, comme la France des droits de l'homme, je veux bien, mais pour moi, c'est terminé. Ce n'est pas vrai. Et petit à petit, de façon lancinante, à travers toutes les lois, alors on ne va pas remonter non plus à 1959, et moi je considère que nous ne sommes déjà plus en démocratie quand un gouvernement peut légiférer par ordonnance. Quand un président de la République concentre entre ses mains les pouvoirs des ordonnances, on n'est plus en démocratie, et je considère que la première violence sociale, personnellement, c'est le gouvernement par ordonnance, dont M. Macron nous a quand même abreuvé amplement, sans se gêner. Donc aujourd'hui, on en est où? On en est que, ce que je trouve moi positif, c'est que les lois qu'ils prennent, qui sont des lois qui viennent nous frapper en plein cœur de nos libertés, montrent à quel point ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils font ces lois-là. Ils ont peur de nous, ils ont peur des Gilets jaunes, ils ont peur de ce que nous sommes capables d'agréger. Merci de m'avoir invité ce soir, parce que je pense que ce qui se passe ici à Cannes, ça se passe dans toutes les villes de France. Et ça veut dire qu'il y a un processus qui est mis en marche qu'on ne va pas pouvoir arrêter. On s'en fout qu'ils disent qu'on est 40 000, on s'en fout qu'ils disent qu'on est homophobe, on s'en fout qu'ils disent qu'on est antisémite. Nous, on sait ce qu'on est. Nous, on est gilets jaunes, on a des revendications, on est pour la justice sociale, on est pour la justice tout court, on est pour la démocratie, on est pour le gouvernement par le peuple, pour le peuple, et rien d'autre. Et c'est déjà pas mal. Donc oui, on va continuer. Moi, je dis que... Personnellement, je viens d'un village où on est 1000. On est 1000, c'est pas beaucoup, on n'a pas de rond-point. Alors on se met tous les samedis sur la route nationale et on bloque. Alors on bloque gentiment, hein, on n'est pas des méchants. On traverse, on appelle ça faire le petit train. On fait le petit train, on bloque les voitures, et c'est les Italiens qui passent parce qu'on est sur l'axe Vintimille-Cuneo.
Et les Italiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous applaudissent et ils prennent notre acte. Ils nous applaudissent parce qu'ils nous disent qu'ils sont dans la même situation que nous. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'en Europe, nous sommes tous dans la même situation. Et que si nous devons aujourd'hui informer, nous devons informer aussi à l'échelle européenne pour faire en sorte que le gilet jaune il soit le gilet de tous les drapeaux. Notre mairie vient de hisser le drapeau italien aux côtés du drapeau français. Moi, j'étais à fond pour. Comme je suis à fond pour, effectivement, pour que nous récupérions notre souveraineté nationale, parce qu'il est impératif de comprendre que notre ennemi est dans notre propre pays et que chacun va se battre contre son ennemi dans son propre pays. Sinon, c'est la dissolution. Moi, je vais rester gilet jaune jusqu'au bout. Alors, je dis franchement, au bout et encore au-delà. Parce que personnellement, en 68, j'étais sur les barricades, dans le quartier latin, et je dis que ce que nous avons fait, ma génération, on n'a pas réussi. On s'est planté. On s'est planté complètement. Moi, je ne suis pas très fière du monde que j'ai construit pendant 50 ans. Je le dis. J'étais sur les barricades pour autre chose, et j'étais sur les barricades pour ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes, donc personne ne me fera arrêter. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que bien évidemment, il y a eu 8000 gardes à vue, et on s'est aperçu que ce que je vous disais tout à l'heure sur cette circulaire honteuse, ouverte par le ministre de la Justice, parce qu'elle est faite par eux, pour eux, et pour le maintien de leur pouvoir, il y a les gardes à vue. La garde à vue, c'est pas nouveau, et je voudrais juste vous dire que si vous êtes en garde à vue, il faut utiliser vos droits, parce que même si nous ne sommes plus en République, il y a encore des espèces de possibilités de mettre les uns face à leurs responsabilités. Moi, je dis que les magistrats aujourd'hui ont une place importante dans notre pays, qu'il faut tout le temps s'adresser à eux, et qu'il faut tout le temps les mettre face aux contradictions. Voilà, aux contradictions, parce que le magistrat de la République, il se retrouve pris en otage et on lui demande de ne plus respecter les lois de la République. C'est vrai que moi, je suis avocat. Il y a des jours où je me dis, je ne peux plus continuer à jouer ce jeu-là parce que je suis dans une espèce de piège et que je ne crois plus du tout que la loi existe. Mais c'est pas vrai, il faut continuer à y aller. Et le gilet jaune, d'une certaine façon, on le porte en dessous de la robe noire pour qu'il ne la voit pas, mais on l'a toujours quand on est avocat. On est obligé de continuer à se battre partout, et y compris dans les tribunaux. Si vous allez en garde à vue, demandez à ce qu'un avocat vienne. Prenez un avocat d'office, c'est pas vrai. On n'a pas tous les tarifs que vous annonciez tout à l'heure. C'est dommage pour nous, mais c'est pas vrai. Donc, vous aurez des avocats à côté de vous. Ne parlez pas en garde à vue, parce que je vous le dis très rapidement, je sais que j'ai peu de temps, mais il y a eu une réforme qui fait que l'avocat, aujourd'hui, peut aller en garde à vue, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. Mais en même temps, on nous a dit, vous allez voir, c'est formidable, l'Europe prévoit que l'on vous donne les dossiers pendant la garde à vue, et vous serez à égalité avec les policiers pour faire en sorte que les instructions, ça aille beaucoup plus vite. Vous parlerez en garde à vue et on fera les instructions en garde à vue. Rien du tout. Moi je dis peu cher, pas du tout. Parce qu'en définitive, ils veulent quoi? Ils veulent transférer tout le système judiciaire dans les commissariats de police, faire de nous des auxiliaires, et dans une justice à ce moment-là complètement déséquilibrée parce que nous n'avons plus aucun pouvoir, faire en sorte que tout se passe au niveau des commissariats de police. Ne parlez pas en garde à vue. C'est un droit, c'est le droit au silence, c'est la seule chose positive que nous ayons depuis quelques années. Le droit au silence, c'est qu'on ne parle pas aux policiers, on parle devant des magistrats, que l'on continue à dire étant indépendants, parce que c'est ça que je vous disais tout à l'heure, il faut les prendre sur leur propre terrain. Voilà, et on ne lâche rien. Quelques questions, si vous voulez. Deux, trois choses rapides. Donc, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que l'État a peur. Donc ça, je le ressens pareil. Autre point, il sous-estime la force du peuple français, je pense. Ils ne savent pas de quoi on est capable. Il faudrait qu'ils aillent voir un peu dans l'histoire. C'est le deuxième point. La question que je voulais poser, c'était par rapport au droit du silence en garde à vue. J'ai eu ma réponse. Donc, c'est la stratégie que j'adopterai si toutefois un jour je devrais vivre cette expérience. Et après, le quatrième point, je me suis que j'étais complètement d'accord avec vous à 100% et merci d'être venu. Voilà. Je voudrais simplement ajouter une chose. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gilets jaunes des Alpes-Maritimes qui ont été placés en garde à vue et qui doivent éventuellement, qui ont été convoqués. Alors je vais vous donner l'exemple de Laurence, que vous connaissez, qui est une gilet jaune de Nice, qui a expliqué à la réunion que nous avons eue au Splendide les conditions épouvantables de sa garde à vue. Elle est convoquée, mais alors je me suis aperçu que ces gens-là, enfin les gens qui nous gouvernent, notre ministre de la Justice, ils sont capables de jouer les gros bras, mais ils ne sont pas très courageux quand même.
Parce qu'elle est convoquée où? Elle n'est pas convoquée devant un tribunal, et c'est le cas de quelqu'un qui est dans cette salle ce soir. Ils sont convoqués devant le substitut, le délégué du procureur, qui va leur faire un rappel à la loi. Monsieur, c'est pas bien d'avoir été là. Madame, vous n'auriez pas dû être aussi agitée sur la manifestation. Mais nous, on veut pas de ça. Moi, je veux pas de ça. Moi, Laurent, je lui dis, non, non, on marche pas dans la combine. Vous nous avez poursuivis, faites un vrai procès. Faites un procès public, et on s'expliquera publiquement sur le fait que nous n'avons rien à nous reprocher, et que c'est à vous de nous dire pardon. Voilà. Alors, si vous êtes convoqué dans ces conditions-là, réfléchissez-y bien, prenez conseil avec un avocat. C'est pas évident du tout que nous ayons à accepter ce petit jeu hypocrite du rappel à la loi. On n'a pas à ce qu'on nous rappelle la loi. Vous voulez nous poursuivre, poursuivez-nous, faites-nous un procès. Voilà. On peut refuser? Oui, tout à fait. Oui, on peut tout à fait refuser le rappel à la loi. D'ailleurs, si on ne se présente pas, d'office, il y a un jugement. Mais moi, je suis pour le faire savoir. Avec Laurence, moi, j'écris au procureur en lui disant non, nous ne voulons pas de rappel à la loi, nous voulons un procès. Assumez le procès et nous nous présenterons. Et on demandera d'ailleurs aux Gilets jaunes de venir devant le palais de justice parce que je crois que c'est une occasion importante. Tout à l'heure, il y a ceux qui critiquent l'Europe et dans la salle, je pense que là, il peut y avoir débat. C'est pas l'Europe récemment qui est un peu le Conseil de l'Europe qui a dit à la France attention les armes et la répression vis-à-vis des gilets jaunes. Voilà. Bon. Donc moi je représente une association. On a eu des recours au tribunal administratif gagnés contre l'OIN Plaine du Var et puis contre le transfert d'une mine à la Gode, donc on défend les terres agricoles, et on a saisi aussi le Parlement européen, la commission des pétitions, et ils attendent la fin des recours. On est au Conseil d'État pour le Loyen Plaine du Var, ils attendent la fin des recours parce qu'ils disent que c'est la justice française qui doit faire appliquer les directives européennes, et en l'occurrence la directive sur la Natura 2000 n'est pas appliquée, et donc ils peuvent aussi potentiellement après mettre une infraction au niveau sur l'État. Donc là, par rapport à cette intervention... En fait, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une juridiction internationale qui a été instituée en 1959 par le Conseil de l'Europe et qui est à Strasbourg. Alors, théoriquement, la mission, c'est assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires, avec le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a 47 États qui ont ratifié, mais pour... en fait, vous savez que la France a été condamnée par la Cour européenne 23 fois en 2011. C'est le 3e pays. Il y a la Russie, la Turquie et derrière il y a la France. Sauf que, alors elle est condamnée sur des tas de choses, le traitement inhumain dans les maisons d'arrêt. Là aujourd'hui, il y aura peut-être des condamnations, enfin, il n'y a même pas eu de condamnation pour l'instant sur l'usage des LBD. Pardon? Voilà. Mais en fait, moi je trouve que l'Europe, elle fait un petit peu comme elle en a envie. Quand ça l'intéresse, elle contraint, et quand ça ne l'intéresse pas, elle ne contraint pas. Parce que les décisions qui sont prises par le Conseil de l'Europe, elles n'ont aucune force exécutoire en France. Elles n'ont pas de force exécutoire. Les tribunaux français ne sont pas du tout obligés de suivre les directives de la Cour européenne. Enfin, pour une fois où ils obligent, en fait, ils n'obligent pas, et la France n'est pas tenue par les décisions de l'Europe en matière judiciaire. Et en plus, pour qu'il y ait condamnation, il faut quand même 46 voix sur 47. Donc c'est jamais possible. En matière politique, c'est jamais possible. Très bien. Peut-être une dernière question, si vous le permettez. C'est juste pour un résumé, bon, je m'appelle Céline Terran, je suis sur pas mal de causes. Donc en fait, c'est faire le résumé qu'aujourd'hui, il y a les lois, il y a les accès aux lois. C'est surtout, bon, comme je dis, c'est la corruption. Et il faut comprendre que les élus, les politiques, parce que moi-même, bon, je représente tout ce qui est la cause des violences faites aux femmes et les victimes, aussi bien les hommes que les femmes.
Et ici, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos élus, nos politiques, nos préfets, nos procureurs, puisqu'aujourd'hui je m'attaque à eux personnellement, puisque je suis aussi bien la victime que aussi bien la représentante de pas mal de ça, puisque que ce soit le procureur de Paris, que je l'ai vu il y a pour la cause des violences faites aux femmes, 24 novembre, ou même notre procureur aussi, ou notre préfet, aujourd'hui c'est eux qui bafouillent la loi, puisque bon, aujourd'hui, que ce soit nos élus, nos maires, on peut vivre les plus grands abus de pouvoir, des plus grandes violences. Et effectivement, la justice n'a aucune possibilité pour que les victimes puissent avoir l'accès à la loi s'ils sont seuls. Donc la chose importante, c'est effectivement c'est l'union qui fait la force. Et effectivement aussi soutenir, puisque les uns les autres, mais aussi s'attaquer surtout aux prescripteurs et pas les utilisateurs. Les prescripteurs, c'est ce que j'appelle, on appelle les parasites de la République, ça veut dire que c'est les députés, c'est ceux qui font les lois et ceux qui ont la décision. Parce que même si c'est vrai qu'on va s'attaquer, les gens qui vont acheter à Carrefour, souvent c'est les mamans qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais surtout, il faut s'attaquer à ceux qui décident, ceux qui ont le pouvoir, effectivement, que ce soit les élus, que ce soit ceux qui décident. Bon, même si effectivement, comme vous dites, ils votent les lois surtout pour les protéger, puisqu'ils ont, voilà, aujourd'hui, ils font plein de choses pour la loi, c'est affiché, les médias savent, mais si tu n'as pas les gens derrière, puis même avec ça, ils s'en foutent, comme justement ce que vous avez expliqué pour les astreintes, ils savent qu'ils sont condamnés, mais ils s'en foutent. Puisque bon, moi-même, pour l'exemple où je vis ma violation de domicile par le maire, ça fait 4 mois que je suis dehors, mais des cas comme ça, il y a des milliers. Et c'est-à-dire qu'il faut effectivement soutenir, voilà, soutenir pour pas que ça reste sur les paroles, mais aussi dans les actions, c'est-à-dire s'attaquer aux ceux qui décident. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions concrètes en fait, au sujet de l'avocate, si vous avez des questions réelles? Excuse-moi Alexandre. Je vous fais signe derrière que voilà. C'est terminé. Désolée, c'est beaucoup de sujets passionnants, beaucoup de choses à dire, mais de toute façon, Françoise, on fera un sujet uniquement dans le thème. On va faire une